Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois un passionné de psychologie, enseignant au Cégep Saint-Laurent et auteur du livre « La psychologie pour apprécier l'humain ». Je vous présente Alex. Bonjour Alex. Bonjour. J'ai lu ton livre, Oui. La psychologie pour apprécier l'humain. Avant de parler de ton livre, tout ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu quand est-ce que tu as eu l'idée? Parce que tu es enseignant au Cégep, ça fait plusieurs années. C'est quoi qui a fait que tu as voulu écrire un livre? C'est ça, j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent depuis de nombreuses années, depuis 19 ans en fin de compte. Et puis, j'avais l'idée en avril 2007, je voulais publier l'essai de ma maîtrise. OK. Et au fur et à mesure que les années avançaient, je me suis dit, je vais remanier le livre, je vais enlever des parties et tout. Alors, ça m'avait pris en tout 10 ans, mais j'ai écrit le livre pendant 3 ans, on and off, en fin de compte, avec des pauses. Puis, en fin de compte, il y a seulement 1%, ça veut dire 2 pages de 199 pages qui résument l'essai de ma maîtrise. Wow. Donc, c'est en fin de compte, j'ai écrit tout un livre au complet, de A à Z, parce que j'avais pris des formations avec psychologues, sexologues, psychanalystes, etc. Donc, je voulais partager le fruit intellectuel de mes connaissances théoriques et pratiques. Puis, ce sont aussi des thèmes, des sujets que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent, que je voulais aussi, en fin de compte, partager ce fruit-là intellectuel avec le grand public. Donc, en avril 2017, 10 ans après que j'ai eu l'idée, j'ai su que Béliveau Éditeur allait publier mon livre. Wow! Fait que ça, c'était comme un beau cadeau. Oui. Comme enseignant, c'est quoi qui te passionne d'enseigner au Cégep? Pour moi, l'enseignement au niveau collégial, c'est une passion. Ça a toujours été. C'était un rêve que j'avais dès l'âge de 17 ans. Okay. Je voulais devenir professeur de cégep au niveau collégial. Puis ça s'est réalisé 7 ans après, là, en fin de compte, là, qui se viennent, là. Donc, et puis, ce qui me passionne, c'est la transmission de mes connaissances. C'est aussi avoir des bonnes relations interpersonnelles avec les élèves, etc. C'est d'être à jour, en fin de compte, de pouvoir s'adapter, de transmettre. C'est une passion, l'enseignement, en fin de compte. Je pense qu'il faut l'avoir dans le sang, là. Pour être capable de... Puis on dit souvent, puis des fois c'est comme des préjugés, mais on dit que les étudiants, les adolescents des années 2000 sont un petit peu plus paresseux que les autres. Toi, est-ce que tu as senti à travers tes années d'enseignement une différence? Moi, j'ai pas ressenti qu'ils sont plus paresseux. Moi, j'avais ressenti qu'ils sont plus contestataires. Okay. Et revendicateurs depuis les dernières années. Parce que la nouvelle génération, c'est la génération C. Oui. Connexion, communication, puis ils sont rentrés au Cégep quand ils avaient 17 ans, à l'automne 2010. Donc moi, j'ai vu les dernières années, les 6 dernières années environ et plus, j'ai vu que c'était un peu plus difficile de leur enseigner parce qu'ils sont plus contestataires, ils sont plus difficiles envers le professeur, ils veulent le professeur parfait. J'en ai parlé avec d'autres professeurs au niveau collégial, universitaire, qui ont dit que la génération est plus difficile les dernières années. Donc là, je l'ai vu parce que tu sais, on avait la génération silencieuse, baby boomer, génération X à laquelle j'appartiens, génération Y, puis génération C. Donc c'est plus difficile parce que tout se passe ils veulent tout de suite, tout se passe par la connexion, la communication, etc., les nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'on appelle maintenant les technologies de l'information et de la communication. Donc, ils sont avec leur portable, ils sont avec leur cellulaire en classe. Moi, je leur dis de ranger leur cellulaire. Donc, ils veulent en fin de compte... mais c'est ça... Tu comprends? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ouais. Puis tu dis qu'ils sont plus contestataires. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'ils ont un petit peu plus de fougue qu'avant, d'abord? Ou Moi, je pense que oui, parce que moi, j'ai entendu la façon qu'ils ont été élevés aussi avec leurs parents. Leurs parents étaient peut-être plus permissifs, ils leur laissaient peut-être pas plus permissifs, mais ils leur laissaient plus de choix. Oui. Il laissait plus de choix, genre, tu veux aller où au restaurant? Tu sais, ils étaient plus au niveau plus amical un peu, tu comprends-tu? Oui. Vouloir être plus proche d'eux. Donc, ils ont ressenti ça, puis ils ont grandi là-dedans.
C'est sûr que, écoute, Facebook, ça fait justement depuis 2004 que ça existe, là. Ouais. Donc, il y a eu un gros oui, Twitter, puis, tu sais, ils vivent aussi... Ouais, puis ils vivent des réalités aussi qui sont plus difficiles, hein. Oui, il y a ça aussi, entre autres. Exactement. Est-ce que... Puis, tu sais, tu parlais aussi du type de parents que tu trouves qui avait changé. Oui, je pense que oui. De toute façon, toi, t'enseignes entre autres la psychologie. Oui. Fait que t'es vraiment dans ce domaine-là. On disait aussi dans ces années-là que tu parlais aussi aux parents de faut expliquer, faut pas nécessairement être autoritaire, tout ça. Fait que c'est comme, est-ce que tu crois que ça aussi, ça a eu une incidence au niveau du type d'enseignant? La hiérarchie, est-ce que tu crois qu'elle est respectée autant? Tu sais, moi, j'ai été élevée avec un parent beaucoup autoritaire. Mon père était très autoritaire, puis que j'ai raison que j'aille tard, je suis l'adulte. Ton enseignant, c'est ton enseignant, donc tu dois respect, écouter. Est-ce que tu penses que ça a été mis un peu de côté? Ben moi, je vais te l'expliquer de cette façon-là, c'est que ils disent qu'en tant que parent, ou en tant qu'enseignant, ou même en tant qu'éducateur, il ne faut pas être permissif, il ne faut pas être autoritaire, il faut être, en fin de compte, avoir le style démocratique ou style directif, ce que j'ai écrit dans mon livre. Donc, dans le temps, on avait des parents qui étaient plus autoritaires, c'était les règles, puis les enfants des adolescents, en fin de compte, devaient respecter. Puis là, on est dans une société où il y a plus de permissivité sociétale, puis permissivité parentale. C'est vrai, la nouvelle génération, c'est plus ça. Mais c'est qu'il faut s'adapter. Il faut pas être permissif un jour, puis il faut être autoritaire un jour. Donc, en tant qu'enseignant, il faut être plus... constant. Il faut être plus constant, c'est certain. Donc, c'est sûr qu'il faut pas mettre trop de règles, parce qu'avoir trop de règles rigides, c'est pas bon non plus. Donc, je pense qu'il faut s'adapter. Puis, en fin de compte, c'est ça, c'est la nouvelle génération. Il faut savoir où est-ce qu'ils sont rendus aussi. Je pense que c'est aussi, ça dépend de chaque adolescent aussi, comment il est. Comment qu'il perçoit. Comment qu'il perçoit, puis comment il est. Parce que c'est sûr que si on a un adolescent qui vit plus sa crise d'adolescence, ben là, il faut mettre plus de règles puis de balises, là aussi, là. Il faudrait pas être permissif non plus. Parce que c'est ça, on veut quand même le diriger. Ouais. Tu parles dans ton livre aussi beaucoup de la motivation, entre autres. Oui. J'aime cet aspect-là. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ta vision, toi, de la motivation, de garder, comment faire pour garder la motivation? Ouais, c'est ça. Ben, la motivation, c'est une intention. Oui. Puis c'est une force à l'intérieur de soi qui nous pousse à adopter un comportement pour avoir un but, pour obtenir un but ou un objectif spécifique. Je suis en train de paraphraser la définition de Denis Kuhn, qui a écrit ça dans le livre Introduction à la psychologie. Donc, on a plusieurs types de motivation. La motivation, ça peut être une motivation intrinsèque. Moi, je le fais pour le seul plaisir de la chose, parce que je veux le faire pour moi. Ou ça peut être une motivation extrinsèque pour avoir les avantages sociaux, pour avoir des récompenses. Donc oui, pour les enfants aussi, les adolescents, il faut leur donner aussi des récompenses, là. C'est-à-dire, il faut pas juste punir les mauvais comportements, mais il faut aussi valoriser les bons comportements qui sont là. Donc, puis il y a des motivations, motivation scolaire, motivation au niveau des sports, motivation professionnelle. Donc, ça nous pousse parce qu'il faut on veut atteindre notre propre objectif par rapport à notre carrière, par rapport à nos études, par rapport à notre vie personnelle. Puis est-ce que tu dirais que c'est plus difficile, la motivation de tes étudiants maintenant? Tu sais, parce que tu parlais de la motivation dans ton livre, tout ça. Ouais. Est-ce que arriver à motiver sur des travails laborieux, tout ça, est-ce que c'est plus difficile que ça l'était avant? Moi, je pense qu'aussi, ça dépend de chaque étudiant. Okay. Ça dépend de chaque groupe. Parce qu'on peut avoir un groupe qui est moins motivé qu'un autre. Okay. Tu sais, il y a des groupes qui sont aussi... qui sont pas motivés, qui doivent prendre ce cours-là, il est obligatoire. Puis moi, j'enseigne la psychologie. J'ai donné tous les types de cours, initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité, psychologie sociale. Puis mettons, pour le cours psychologie du développement, parfois ils sont moins motivés parce qu'ils doivent le prendre, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire, ça dépend de chaque. Il y a des groupes, des super beaux groupes qui adorent la matière, etc. Je pense aussi que ça dépend de chaque... L'effet de groupe. L'effet de groupe, le groupe, comment il est, la dynamique de groupe, c'est quelle année aussi. Oui, OK. C'est quelle année aussi, c'est-tu à l'automne, c'est-tu à l'hiver,
Ça dépend aussi de, tu sais, ça dépend des circonstances de la vie aussi, je pense. Comment que ça... Ouais. Dans ton livre, t'avais écrit la vie, là, je m'excuse. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. OK. Est-ce Oui. que tu peux me parler de cette phrase-là? Parce que moi, ça Oui. m'a vraiment beaucoup touchée parce Oui. que je suis quelqu'un qui essaye d'être positive dans la vie, tout ça. J'aime ça, Oui. essayer de me dire, OK, c'est pas grave. Puis quand j'ai lu ton livre, on la retrouve aussi tout au cours de notre lecture. Puis je trouve tellement cette phrase-là Oui. belle que c'est les humains qui rendent la vie Oui. triste et Oui. compliquée. Est-ce Oui. que tu peux m'en parler? D'où est-ce que tu as eu l'idée? Oui. Puis pourquoi que Oui, t'as- je vais te le dire. C'est que, c'est ça, le livre s'intitule La psychologie pour apprécier l'humain chez Béliveau Éditeur, puis le sous-titre, c'est La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. C'est, en fin de compte, une citation d'une de mes anciennes connaissances, Oui. une fille que j'ai connue il y a plusieurs années, puis c'est elle qui a écrit ça, La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Puis moi, la façon que je l'ai compris au début, puis la façon que je l'ai vu, c'est que ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée parce que les relations interpersonnelles peuvent être difficiles. Tu sais, Oui. les relations interpersonnelles peuvent être déroutantes. Même s'ils sont nourrissantes puis enrichissantes, mais ils peuvent être aussi compliquées, déroutantes. Pourquoi les relations interpersonnelles peuvent être compliquées? Parce qu'on est des gens différents, parce Oui. qu'on a des points de vue divergents, parce que chaque personne a son style de personnalité, son tempérament, son moi, son ego. Il y a des personnalités aussi qui sont plus fortes. C'est pas tout le monde c'est rare, mais il peut y avoir aussi des conflits de personnalité. On peut pas être aimé par tout le monde. Non. Tu sais, la perfection, Ça, c'est difficile. ça, c'est difficile. C'est ça ce qu'il faut accepter. Les deux grandes croyances en psychologie qui sont irrationnelles, biaisées, dysfonctionnelles selon les psychologues, c'est il faut que tout le monde m'aime. On peut pas être aimé par tout le monde. Puis il faut que je sois parfait ou parfaite. Puis il y a aussi de la violence. Tu sais, j'en parle dans mon livre de la violence pour les adolescents. Un adolescent sur 5 vit de la violence. Hein, que ce soit violence physique, psychologique, verbale, sexuelle, spirituelle, économique, etc. Là. Donc, il y en a 6. Puis, les gens peuvent nous la rendre triste et compliquée parce que parfois, on voit pas, comme j'avais dit, les choses de la même façon. Puis, il y a aussi beaucoup de violence. Tu sais, violence, pas seulement dans les relations amoureuses, il peut y avoir violence au niveau du travail, le harcèlement psychologique au travail, Oui. le harcèlement sexuel. Les adolescents de la génération C, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent de la cyber-intimidation. Tu sais, le bitchage sur Internet, on peut démolir une Ah oui, personne tellement. instantanément avec un commentaire désobligeant. Oui. Il y en a des adolescents, malheureusement, qui se sont suicidés en vivant de la cyber-intimidation, tu sais, le bullying là, sur Internet. Donc ça, c'est les gens qui peuvent nous la rendre triste et compliqué, malheureusement. Puis aussi, la façon que les gens l'ont vu de l'autre côté. Puis aussi, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a l'autre côté de la médaille. Parfois, c'est nous autres qui nous rendent la vie plus compliquée. Compliqué. Parce qu'on veut, en fin de compte, la perfection. On veut la relation amoureuse, professionnelle, amicale, estudiantine, familiale, idéale, où Oui. que tout le monde s'entend bien. C'est pas tout le monde. C'est pas vrai qu'on s'entend bien. On s'en va dans un groupe de socialisation. Il y a une personne qui nous aime pas. T'sais, on peut pas être aimé par tout le monde, c'est ça la vie en fin de compte. Donc parfois on sabote aussi notre propre bonheur, Oui. parce que on veut en fin de compte la perfection. Puis quand il y a quelque chose qui nous dérange, ben on dit non, ça marchera pas. Puis Oui. parfois il y a des gens qui ont de la difficulté à accéder à leur propre bonheur parce qu'ils ne croient pas qu'ils méritent d'être heureux en fin de compte. OK. Ça vient aussi de leur enfance, hein, comment Oui. ils ont grandi, etc. Puis est-ce que tu dirais qu'on est une génération qui a un petit peu plus de carence ou de troubles psychologiques? Est-ce qu'on a... Moi, je pense que oui, il y a plus de problèmes de santé mentale, d'après Oui. les statistiques, ils le disent, mais aussi parce que c'est plus révélé. Parce Ok. qu'avant, c'était plus un sujet tabou, les gens n'en parlaient pas. Mais là, il y a des personnalités publiques qui disent qu'ils sont bipolaires ou qui souffrent de dépression ou de troubles de la personnalité, comme j'en parle dans mon livre, Marie-Cécile Labrèche, Oui. que j'ai assisté à une de ses conférences, puis elle a parlé de son trouble de la personnalité limite, Borderline. C'est elle Oui. qui a co-scénarisé le film Borderline ça a été par rapport à ces 2 livres qu'elle a écrit, Borderline et Labrèche, Marie-Cécile Labrèche. Donc, ça prend aussi des personnalités publiques qui le disent parce qu'on dit, d'après les études, on développe le plus d'empathie quand on entend un témoignage d'une personne réelle qui parle de son trouble de santé mentale. Que venant de... Que, mettons, d'un article. Là. Faut Ok, vraiment oui. voir la personne en vrai qui témoigne de son trouble de santé mentale, puis on est capable de se mettre à la place de l'autre, puis de comprendre sa souffrance. Ça veut dire de développer son empathie. Donc oui, les gens révèlent plus qu'ils ont
plus de problèmes de santé mentale, l'anxiété. Puis veut pas, ça vient aussi avec la société de surconsommation, la société perfectionniste qui est 24 heures sur 24 heures. On nous demande à faire plein de choses. On est exigeant envers nous-mêmes. On est exigeant envers les autres. Puis, tu sais, au niveau professionnel aussi, ça prend beaucoup de travail. On est dans le travail beaucoup. Oui. Donc, il y a des gens qui souffrent beaucoup d'anxiété, de burn-out au niveau du travail. Tu sais, les professeurs peuvent en faire aussi, les médecins, les psychologues. Les burn-out, avant, c'était plus un sujet tabou aussi. Les gens n'en parlaient pas nécessairement. Puis peut-être qu'ils vivaient avec ça sans jamais en parler, en espérant. Puis est-ce que tu dirais qu'on est une société avec une plus grande surcharge mentale? Est-ce que tu dirais que c'est relié, en fait, avec je pense la pression? Oui. Après, on a comme une surcharge mentale, se déculpabiliser, on aime mieux mettre la pression sur l'autre. Est-ce que ça nous aide à se déculpabiliser? Oui, ça pourrait. Oui, ça pourrait. C'est dans le sens qu'on dit, parce que moi, j'avais toujours compris, tu sais, qu'on peut pas changer les autres, on peut changer seulement soi-même. Oui. Fait que c'est jamais quelque chose qui t'as jamais été porté à... Mais moi, j'ai compris ça, c'est que oui, parfois, on a tendance... Moi, je vois ça souvent, que les gens ne veulent pas s'avouer leur propre faute. Oui. C'est toujours la faute de l'autre. Oui. C'est toujours lui qui a fait ça, que c'est normal aussi, parce que parfois, quand on se sépare, on voit toujours le négatif, c'est l'autre qui était pas correct. Exact. Mais ça prend deux pour faire le tango, hein. Oui. Donc, on est co-responsable aussi, tu sais, je veux dire. Donc, parfois, c'est moins stressant de dire, oui, c'était l'autre, c'est toujours l'autre, mais parce qu'il faut savoir, je peux pas changer les autres, je peux juste changer moi-même. Puis les psychologues humanistes disent, qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas? Qu'est-ce qui m'appartient, j'ai le devoir de le changer pour mon bénéfice, mais ce qui m'appartient pas, give up. Faut laisser tomber. Mais c'est sûr que quand on met la faute sur l'autre, ça descend la pression pour nous, hein. Puis on dit, moi, j'étais correct là-dedans. Oui. Tu sais, chaque personne voit de façon différente aussi, puis on peut pas changer la perception que l'autre a de nous. Donc ça, c'est difficile aussi parfois. Est-ce que, puis on est, présentement, on manque de psychologues. Oui. Puis il y a eu un temps que c'était que là maintenant c'est nouveau depuis 5-6 ans qu'il faut avoir un doctorat. Non, c'est depuis juillet 2006. Depuis juillet 2006 que ça. Est-ce que on manque de psychologues depuis qu'il faut un doctorat? Moi ce que j'ai entendu puis d'après ce que je sais là de bouche à oreille, oui, parce que c'est devenu le doctorat. Puis nécessairement les gens veulent pas faire 10 ans de cégep et d'université. Ça serait 2 années de cégep, 3 années de bac, ça fait 5 ans. Puis le doctorat, 5 ans, si tu fais juste ça à temps plein. Oui. Donc, tu commences à 17, tu finis à 27, mais tu fais que ça. Oui. Donc, oui, on a une pénurie de psychologues parce que les gens veulent pas nécessairement faire le doctorat parce que toutes les maîtrises, options cliniques en psychologie ont été abolies dans toutes les universités. Donc, ça prend absolument le doctorat depuis juillet 2006. Donc, oui, il manque de psychologues à cause de ça, c'est vrai. Puis en plus, on a plus de besoins. Fait que c'est un peu paradoxal, je trouve. C'est un peu mais c'est comme les infirmières, il en manque. Oui. C'est normal aussi. C'est comme ça, malheureusement. Puis, parce qu'aussi, être psychologue, c'est aussi quelque chose qui est difficile, hein? C'est pas si facile que ça. Mais c'est un don de soi. Je pense à la qualité, c'est parce que c'est écouter l'autre. Ouais. Ton livre, moi, j'ai 4 filles. Oui. 5 avec la fille à mon mari. Puis, entre autres, une adolescente qui rentre au cégep. Oui. J'ai beaucoup aimé parce que tu vulgarises beaucoup, même par rapport à la sexualité. Oui. Je dois t'avouer que il y a eu des bouts que ça me fait du bien de lire, mais que j'étais un peu au début heurtée parce que tu parles de tous les types de sexualité. Oui. Je dois dire que j'étais out. Je comprends. Pourtant, je pensais que je connaissais plein de choses, mais j'ai réalisé que ça fait longtemps que j'étais avec mon mari, donc je connais plus vraiment ce qui se passe dans la tête de nos adolescentes. Puis t'apportes ça vraiment avec pas de jugement, dans le sens nos adolescents, puis je dis de cégep, adolescents, mais ça s'adresse autant aux femmes, là, aux adultes. Là, je parle au féminin parce que je parle de moi, ma perception, puis je pensais à mes filles, puis je disais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. Mais j'étais contente parce que ça va nous amener à un dialogue en même temps, puis si un jour elle me dit de quoi, je ferai pas une crise de cœur. Oui, exactement.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu, entre autres, banalises, ben pas banalises, parce que c'est pas le bon mot, mais tu vulgarises. Oui. Et pour toi, de faire, la génération présente, de faire des expériences sexuelles, que ça soit homosexuel, que ça soit bisexuel, que ça soit, des trips de groupe, tout ça, ça veut pas dire parce que tu le fais que c'est parce que c'est ton attirance sexuelle. Oui. Tu parles beaucoup, entre autres, dans le livre, que c'est important, ben, tu sais, de faire des expériences pour savoir ce que tu veux. Oui. Tu sais, puis après ça, je me suis dit, OK, c'est comme les palettes de chocolat. Finalement, tu veux connaître la meilleure, faut toutes tes gouttes. Mais toi, ton livre, le fait que tu l'as dans plein de types, tu sais, tes chapitres, c'est vraiment vulgarisé. Puis c'est ce que j'aime, c'est que t'as pas besoin d'avoir étudié en psychologie pour comprendre. Oui, tu sors des termes, après ça, tu vulgarises. Pour toi, est-ce que tu trouvais que c'était important de pouvoir mettre ça simple pour que tout le monde comprenne? Oui, oui. Je voulais que ce soit un livre de vulgarisation en psychologie qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, pour les parents, pour les enseignants, pour les enfants, pour les adolescents. C'est sûr que y a la moitié du livre, ça porte sur les adolescents, je leur enseigne. Puis oui, il y a le chapitre sur la santé sexuelle et sur l'adolescence. Puis oui, il y a les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Oui. Puis le livre aussi a été validé par des psychologues, sexologues, sociologues. Puis les 13 pages sur les orientations sexuelles ont été validées par Michel Doré, qui est sociologue de la sexualité. Puis il faut que ça vibre au niveau du cœur, du corps et ou de la tête. Oui. Donc, en fin de compte, donc si on a des pulsions. Donc, si on a des expériences avec une personne du même sexe, ça veut pas nécessairement dire que la personne est homosexuelle, mais en fin de compte, c'est la personne, c'est son experiencing, c'est son vécu, en fin de compte. Oui, je voulais le vulgariser, puis je voulais dire, ça, c'est la nouvelle génération. Ça, c'est la réalité, mais parfois, c'est plus ça change, plus c'est pareil. La première relation sexuelle complète vaginale, c'est encore 15-16 ans. Donc oui, il y a des choses qui sont, ça peut vraiment nous dire, oh my God, ça nous choque, parce que c'est ça ce qui arrive, parce que parfois, on n'a pas vécu ça, nous autres, là. Génération X comme moi, c'est pas ça du tout. Donc c'est parfois, mais je voulais écrire que les gens savent que c'est ça la réalité, en fin de compte. Puis tu disais aussi, c'est important qu'on en parle, puis que ceux qui font des expériences savent que des fois, c'est juste par curiosité et non par... Il y a une différence pour toi, si j'ai bien compris. Oui. C'est qu'il y a une différence entre la curiosité sexuelle et l'attirance sexuelle. Oui, c'est ça. Puis qu'on est une génération qui aime beaucoup essayer, qui aime beaucoup essayer avoir des pulsions, tout ça. Puis ça se peut que ça soit juste par curiosité. Puis si on dit que c'est pas grave, on peut essayer, c'est là qu'on va vraiment retrouver ce qu'on cherche vraiment. C'est un peu ça, Oui, c'est un peu ça, oui. Il peut y avoir de la curiosité sexuelle, avoir des relations sexuelles homosexuelles ou bisexuelles. Puis, en fin de compte, c'est la personne... Parce que l'homosexualité, la bisexualité comme orientation sexuelle, puis le transgendérisme, puis le transsexualisme comme identité sexuelle, en fin de compte, moi, je dis que ce sont des réalités biopsychosociales. Oui. Donc, il y a l'aspect psychologique, comment la personne se sent, son experiencing, sociaux et environnementaux, puis il y a l'aspect aussi génétique. On sait que si ce sont des vrais jumeaux homosexuels, en fin de compte, c'est 50% de chances que l'autre va être homosexuel si ce sont des vrais jumeaux. Oui. Donc, en fin de compte, oui, il y a l'aspect bio, mais il faut que ça... je pense que c'est le vécu de la personne, comment elle se sent. C'est ça aussi qui ça dépend si... Puis tu parlais aussi dans ton enfance, c'est sûr que si, exemple, tu as eu des mauvaises expériences, que, mettons, que j'aurais eu une mauvaise expérience avec mon père, j'aurais été battue, maltraitée, je vais peut-être avoir plus une attirance vers une femme parce que pour moi, c'est plus... ça, je l'ai pas écrit. C'est pas... OK, ça, j'ai pas écrit ça, mais j'ai écrit que parfois, j'ai pas écrit ça, mais j'ai écrit parfois que ce qu'on a vécu en enfance, on peut parfois le reproduire. Oui, c'est ça. Okay, donc, c'est ça. Donc, si on a été battu en tant qu'enfant, on peut aller vers être en relation de couple et choisir un homme qui est plus violent. Même si c'est quelque chose qu'on n'a pas aimé. Même ça se passe même un pattern au niveau inconscient parce qu'on s'en va vers ce qui est vécu. Donc, une femme qui a un homme qui est violent, qui est un batteur de femmes, peut-être qu'il a déjà vécu. On peut répéter les mêmes genres de patterns.
Puis parfois, on dit inconsciemment, non, je ne veux pas ce genre d'homme-là parce que j'ai été battu en tant qu'enfant. Puis si on dirait, c'était quoi ta mission première? S'il y aurait de quoi que tu aimerais véhiculer avec ton livre, ça serait quoi? Que la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué, puis que les gens arrêtent de nous la rendre si compliquée que ça, qu'il faut vraiment être de empathique envers les gens, puis il faut être capable de comprendre les gens qui vivent des difficultés sexuelles, les gens qui vivent des problèmes de santé mentale, parce que les gens jugent beaucoup. C'est ça ce que je n'aime pas. Les gens jugent beaucoup. Dès qu'il y a un comportement, que quelqu'un fait quelque chose qui est plus atypique et qui ne rentre pas dans la norme, qui n'est pas dans le moule, c'est comme un enseignant qui est plus original, ou quelqu'un qui, je sais pas, qui s'habille différemment, qui a une allure qui est plus différente, qui est plus originale. Bien, les gens, ou qui a des comportements qui sont plus atypiques, hors normes, bien, les gens montent sur leurs chevaux, puis ils jugent ça, puis ils n'aiment pas ça. Puis, tu sais, on voit toujours le problème de santé mentale avant de voir la personne. Oui. On voit le trouble de la personnalité, la dépression, la phase maniaque, le trouble de bipolarité, avant la schizophrénie, avant de voir la personne. Donc, il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de santé mentale. Donc, c'est ça ce que je voulais véhiculer, qu'il faut avoir une bonne santé mentale, amoureuse, sexuelle, etc. Puis il faut accepter la personne telle qu'elle est. Parce que c'est la mosaïque humaine, chaque personne est unique. Oui, c'est ça que tu as dans ton livre. Vive la différence. Moi, c'est ça ce que je veux véhiculer. Vive la différence, parce que les couleurs de l'arc-en-ciel sont des couleurs différentes, puis les fleurs de la vie sont des couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Puis tu disais aussi, tu sais, comme, qui m'amène aussi à parler de la mission un peu de ton livre par rapport à ça. Oui. C'est que pour toi, est-ce que tu dirais que pour toi, on essaye de diagnostiquer trop vite? Oui. Ça, je l'ai écrit. Ça, je l'ai écrit, c'est que, mettons, j'ai donné l'exemple des adolescentes, mais ça peut être aussi des adolescents, mais c'est les adolescentes, par exemple, qui souffrent d'anorexie. Oui. Ou de boulimie. Puis quand elles souffrent d'anorexie, mais parfois elles sont dans les acting out, dans l'agir, tu sais. T'as les problèmes de comportement, puis tout de suite on dit qu'elles sont borderline, qu'elles ont un trouble de personnalité borderline. Donc moi j'ai suivi la formation. Ben la formation c'était une conférence de 2 heures, je crois, avec Dr Wilkins. Puis lui il disait que parfois on va diagnostiquer les adolescentes comme étant borderline, qu'elles ont un trouble de la personnalité borderline à 15 ans, tandis qu'elles n'ont pas le trouble de la personnalité borderline. Elles ont seulement l'anorexie. Donc, parfois, tu sais, on met des troubles de la personnalité à l'âge de 14 ans, de 15 ans. En fin de compte, on peut seulement dire que c'est de la poussière qui s'apparente à des traits de personnalité borderline ou narcissique ou histrionique. Donc, moi, je trouve que les troubles de la personnalité, ça devrait même pas être diagnostiqué avant l'âge de 21 ans même. Parce qu'on dit qu'on est ado de 14 à 21 ans. Ou même avant l'âge de 18 ans, ça devrait pas. En fin de compte. Donc, on va diagnostiquer les problèmes de santé mentale plus tôt. Puis parfois, on va surdiagnostiquer le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Hein? L'enfant dérange un peu, il bouge beaucoup. Puis on dit, ben, hyperactif, on donne le Ritalin pour qu'il soit calme, pour que ça dérange pas les enseignants. Donc, parfois, oui. Fait que si, en terminant, si, mettons, on peut conclure, ben, premièrement, j'invite les gens à lire ton livre. Merci, c'est gentil. J'ai beaucoup aimé, puis j'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'est sûr que mes filles, en même temps, c'était parfait parce qu'ils vont avoir leur cours de sexualité, bon, on s'en discutera après, ils vont pouvoir explorer le tout. Mais en terminant, ben, je veux dire que tu es une belle personne qui nous montre, puis qui nous rappelle surtout d'arrêter de juger, puis d'apprendre à connaître la personne avant de diagnostiquer. Oui. Merci beaucoup, Alex. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci.